create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Alors, bonjour, bonne fin d'après-midi, bonjour à tous. Des applaudissements, merci. Bonsoir MTL Connect, est-ce que vous allez bien? Oui! Super, Armand Afkami, votre animateur. Nous sommes dans le dernier bloc de cette première journée d'MTL Connect. Nous sommes sur la scène Innovation, en direct de la SAT, Société des arts technologiques à Montréal. MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. On est prêt pour les MTL Tech Awards. C'est excitant. On va présenter les finalistes qui ont travaillé si fort pour vous présenter leur projet aujourd'hui. Alors, j'ai bien hâte avec vous de découvrir ces projets-là. Juste avant, je vais vous parler un peu des MTL Tech Awards. Cette année, on souligne la 6e édition des Tech Awards. Les MTL Tech Awards, c'est un concours international de l'innovation numérique présenté par MTL Connect qui a pour but de promouvoir des projets, des idées et des individus novateurs montréalais et internationaux. Alors, ce soir, ces finalistes-là vont vous présenter leurs projets et ils ont la chance de gagner dans chacune des catégories plusieurs prix. Alors, sans plus tarder, je vais tout de suite vous présenter la première catégorie et les membres du jury respectifs. Alors, pour le prix Littératie numérique jeunesse, ce prix-là fait rayonner les projets contribuant au développement des compétences numériques des jeunes Québécois. Alors, merci aux membres du comité. On peut les applaudir. Pour le prochain prix, qui est les prix Femmes en Tech, ce prix-là célèbre le leadership féminin dans des organisations et des entreprises d'impact. On voit les membres du jury. On les applaudit encore. Pour le prix Découvrabilité culturelle francophone, ce prix-là vise à récompenser les projets qui favorisent la découvrabilité des contenus culturels francophones. Alors, merci aux membres du jury, on les applaudit. Maintenant, on passe au prochain prix. Donc, pour le prix Innovation, ce prix célèbre la créativité et l'innovation des entreprises d'ici et d'ailleurs. On voit encore les membres du jury. Incluant Carole. Salut Carole. Juste shout-out, Carole. J'ai promis que j'allais faire un shout-out spécial. On les applaudit. Et un nouveau prix cette année avec le Maroc à l'honneur. On a un nouveau prix qui est le prix Afrique innovante, donc présenté par l'UMCSP. Et c'est un prix qui vise à récompenser les projets innovants de la diaspora marocaine. On a vu défiler les membres du jury et on les applaudit également. On ne pourrait pas avoir un MTL Tech Award sans des excellents partenaires. Alors, je vais les nommer. Les Connecteurs, le gouvernement du Québec, Desjardins Caisse des technologies, Druide, le lien multimédia, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC, ADOC, GLM Conseil, l'ACI, Capital numérique, La Chaise Bleue, l'Université Mohamed VI Polytechnique, UMCSP, l'École branchée et Talsom. On applaudit nos partenaires. Alors, en plus de voir ces beaux partenaires-là et tous les prix que chaque catégorie va gagner, donc pour chaque catégorie, il va y avoir un gagnant et ce projet gagnant va gagner des prix. En plus de tout ça, Antidote nous donne un prix. Ils l'ont fait l'année dernière, c'est le fun. On va le refaire cette année. C'est le prix de l'éloquence pour la maîtrise de la langue. Alors, aujourd'hui, on va voir justement plusieurs présentations et Druide va choisir un projet gagnant pour leur capacité française et leur éloquence. Et ils vont gagner un abonnement de 3 ans à Antidote Web, bilingue pour 10 utilisateurs d'une valeur de 1 440 $. Merci, Druide.
Bon, est-ce qu'on est prêt à rencontrer les premiers finalistes pour les prix littératie numérique jeunesse? Ah là, l'enthousiasme a vraiment droppé d'un cran. MTL Connect, est-ce qu'on est prêt pour les premiers finalistes? Ça a levé genre de 0,5 %, mais je vais le prendre quand même. C'est le mardi, 4h PM. OK, alors sans plus tarder, ils vont venir nous présenter leur projet. J'aimerais inviter sur scène Julienne Djukam Kenmenye et Albert Tachemo Kamenye. On les invite et on les accueille. C'est pas parti encore. 4 minutes, on part. Quand Internet façonne ce que nous pensons. Internet façonne ce que nous pensons. Ce que nous pensons génère en nous des émotions et parfois ces émotions vont guider nos actions. Dans ce monde hyper connecté, les élèves, les jeunes vivent sous l'influence des médias, sous l'influence des écrans également. Les algorithmes vont choisir ce qu'ils voient et ce qu'ils voient vont façonner ce qu'ils croient et parfois ce qu'ils craignent. Et pour les élèves issus de l'immigration, cette réalité pourrait être encore plus complexe. Ils naviguent entre deux cultures et parfois, pendant qu'ils apprennent une seconde langue. C'est dans cette hypothèse qui nous a amenés à faire ce projet, les algorithmes et les bulles filtres. Donc, bonjour à tous, moi c'est Julienne Djukam Kenmenye, je suis la directrice générale du Centre de référence des élèves issus de l'immigration. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Albert Tachemo, je suis le président du conseil d'administration du CREI. Le CREI est un organisme à but non lucratif dont le but est de permettre aux jeunes et aux enfants de se développer et de mener à bien leur projet de vie dans la société d'accueil qui est la société québécoise et la société canadienne. Le projet algorithme et bulle de filtre a été réalisé auprès des jeunes âgés de 12 à 17 ans. L'objectif était, d'une part, de leur faire comprendre l'influence des algorithmes et apprendre à analyser l'information de façon critique. De notre côté, l'objectif de notre côté était de leur apprendre, pour nous, on voulait mesurer l'influence du numérique sur l'intégration sociale et linguistique de ces jeunes. Alors, pour réaliser ce projet, on est passé par plusieurs étapes. La première étape, c'était la recherche documentaire. Alors, dans le groupe, pour les 14 ans et plus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une recherche documentaire pour pouvoir s'exprimer sur les valeurs sociales au Canada versus dans leur pays d'origine. Et ce qu'on a constaté à la fin de cette première étape, c'est que la double culture, la barrière linguistique et l'influence des réseaux communautaires avaient un impact sur la qualité des algorithmes qui étaient générés. Après la recherche documentaire, ces mêmes jeunes ont bâti un questionnaire pour les plus petits âgés de 12 ans et ils ont organisé un débat oratoire. Et les réponses toujours sur le même thème, et les réponses qu'ont données les jeunes de 12 ans ont permis aux plus grands de voir que ces réponses étaient teintées de biais, de stéréotypes, de fausses informations, et il se dégageait de tout cela une fragilité au niveau informationnel. Une fois que les jeunes ont constaté cela, une réflexion s'est poursuivie pour voir un peu qu'est-ce qui était possible de faire. Et de façon unanime, ces jeunes sont arrivés à la conclusion qu'il est important de vérifier les sources, de comprendre les nuances linguistiques et de décoder les biais. Des ateliers sur la littératie numérique ont été et seront organisés par la suite pour développer les compétences médiatiques, sensibiliser à la désinformation, favoriser l'intégration sociale par la compréhension des médias, promouvoir la pensée critique. Et je nous laisse sur une maxime. Brisons les bulles de filtre et formons des citoyens éclairés et critiques. Et le clicker. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Julienne et Albert. On va tout de suite vous présenter le deuxième projet en littératie numérique jeunesse. Sans plus tarder, j'invite sur scène Tania Brouillard.
Eh bien, bonjour, mon nom est Tania, je suis directrice de NanoMonks et nous sommes les créateurs de Troubadour. Pour devenir des écrivains, pour devenir des écrivains compétents, les enfants doivent passer en moyenne 1 heure par jour à écrire. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que seulement 22% des enseignants réussissent à suivre cette recommandation. Quand on sait que l'écriture, c'est l'une des matières les moins appréciées à l'école, surtout des garçons, et qu'encore ce matin, dans le devoir, on remarquait que le Québec est bon avant-dernier en matière de littératie, eh bien, nous, on a décidé de s'attaquer à cette problématique et de renverser la tendance, enfin d'essayer. On a créé Troubadour, une plateforme qui engage, qui fait naître l'amour de l'écriture chez les enfants. Alors, on s'adresse aux enfants de niveau primaire, donc de 7 à 12 ans. Et la spécificité de Troubadour, c'est de pouvoir raconter des expériences, créer toutes sortes de récits, mais dans un premier temps, de les mettre en images. Donc, sur la plateforme, on va retrouver toutes sortes de décors, d'objets, de personnages qui vont permettre la représentation visuelle de ce qu'ils veulent dire. Cette représentation-là, elle va faciliter le passage à l'écrit, elle va réduire les appréhensions à l'égard de l'écriture et elle va transformer l'expérience ou l'acte d'écrire en une expérience joyeuse, accessible, mais surtout valorisante. Avec Troubadour, les enfants deviennent littéralement des écrivains. Parce qu'une fois qu'ils ont terminé leur création, l'enseignant peut partager tout ça. Donc, ça devient un album interactif numérique qui est super facilement partageable. Et l'enseignant peut le partager avec les amis, la famille, le reste de l'école, ce qui crée une communauté autour de l'écriture. Et cet acte de partage va générer du plaisir parce qu'ils vont être lus par leur père, ils vont avoir la reconnaissance et surtout va donner du sens, ce qui est essentiel pour pouvoir faire quelque chose dans la vie. Avec Troubadour, chaque enfant est au centre de son apprentissage et devient littéralement l'auteur de sa propre histoire. Notre équipe possède plus de 8 années d'expérience en technologie éducative, plus particulièrement au niveau de l'écriture. Et on a mis notre savoir-faire à la création de Troubadour. Donc, on a utilisé tout ce qu'on pouvait pour faire la meilleure plateforme, tant au niveau technique que pédagogique. On va retrouver dans chaque fonctionnalité le souci du détail. On a des outils de correction super faciles à utiliser. On a une plateforme de partage sécurisée pour que tout le monde puisse le faire vraiment de façon le plus sécuritaire possible. Et on a des normes élevées en matière de confidentialité. Depuis son lancement, il y a plus de 200 000 histoires qui ont été créées sur Troubadour et on est utilisé dans près de 500 écoles au Québec, en Ontario, mais également dans les maritimes. Et on poursuit notre développement ailleurs au Canada et également à l'étranger. Comme l'innovation est au cœur de notre démarche, eh bien, on a décidé au courant de la dernière année d'améliorer l'accessibilité de Troubadour. On a développé des nouvelles thématiques culturelles inspirantes. Par exemple, ce que vous voyez, c'est la chasse à l'oie qui permet aux jeunes de la communauté CRI de la baie James de pouvoir se représenter, de partager cette pratique ancestrale et même de garder leur langue vivante parce qu'on a intégré le clavier syllabique à la plateforme. On a également créé une version familiale de la plateforme et on s'associe à des organismes culturels, environnementaux et même de la santé pour élargir la portée de Troubadour à l'extérieur du cadre scolaire. Mais au-delà de tous ces chiffres-là que je vous dis et des statistiques, pour nous, ce qui nous anime vraiment, c'est l'impact humain de Troubadour. C'est de permettre aux enfants de pouvoir s'exprimer, d'être entendus et vraiment d'avoir un impact dans leur communauté, de créer une petite communauté. Alors, en terminant, rien ne vaut mieux qu'un exemple. Je vous invite à scanner le code QR qui est là pour regarder la création de Ella qui a remporté le concours d'écriture d'Halloween l'année dernière avec sa classe. Et une nouvelle édition est présentement en cours et on a un super beau succès. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Tania. Bravo. On va passer tout de suite au prochain projet en littératie numérique jeunesse. Sans plus tarder, j'invite sur scène Madeleine Philibert. Madeleine, à vous de jouer. C'était rapide.
Bonjour à tous. Alors, Madeleine Philibert, je suis chargée de projet à Compétences Culture. Là, il faut que je démarre mon affaire. Yes! Alors voilà, chargée de projet à Compétences Culture pour la campagne Culture et moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, Compétences Culture, c'est le comité sectoriel de la culture. C'est un organisme qui veut soutenir les travailleurs, les artistes dans leur développement professionnel tout au long de leur carrière. Une des missions, des vocations de Compétences Culture, c'est la valorisation des métiers. Alors, avec Culture et moi, c'est une campagne pour valoriser des métiers et des formations en culture qui sont en demande en ce moment dans le secteur. Alors, voilà. Très bien. Donc, on a développé depuis 3 ans un catalogue présentant 20 métiers en demande dans le secteur et 3 parcours de formation. Tous ces contenus sont hébergés sur une plateforme web, cultureetmoi.ca, sur lequel on peut trouver l'ensemble des différents portraits. Alors, pour chacun des métiers et des parcours de formation, on découvre le portrait, le témoignage d'une personne. On est allé interviewer donc et filmer des capsules dans toutes sortes de régions au Québec pour présenter des travailleurs de tout âge et qui ont un parcours, un témoignage à livrer, parcours atypique et surtout qui présentent un témoignage inspirant. Ce qu'on veut, c'est inspirer les jeunes et susciter des nouvelles vocations. Alors, pour chacun des parcours de formation et métiers présentés, on a développé, outre les capsules vidéo, des fiches métiers qui comprennent toutes les informations pratiques pour accompagner les jeunes dans la découverte du métier, dans leur recherche, dans leur orientation, leur réflexion d'orientation professionnelle. On a également créé un document guide, La culture et les arts des milieux de travail pour vos élèves. C'est un document qui a été créé avec la complicité d'une enseignante d'art à la retraite. L'objectif étant d'inciter la discussion d'orientation professionnelle dans les cours d'art pour permettre de faire des liens entre ce qui est vu en classe et les métiers méconnus de la culture. Donc, avec l'aide de tous ces outils-là, capsules vidéo, fiches métiers, parcours de formation et guides, on a proposé au printemps 2024 un atelier pilote dans des écoles dans la région montréalaise auprès de jeunes deuxième cycle secondaire. L'objectif était de jumeler la découverte des métiers de la culture avec l'expérimentation de la réalité virtuelle. Donc, dans ce contexte-là, les jeunes ont pu faire un apprécié d'une œuvre en réalité virtuelle, aller sur la plateforme Culture et moi pour découvrir des métiers et en même temps mentionner, découvrir des compétences, des profils et des métiers méconnus de la culture. Donc, on a rejoint 234 jeunes dans le cadre de cette activité pilote qui a été très appréciée par les profs et par les jeunes. Et donc, ici, je présente les différents chiffres impact de la campagne Culture et moi depuis 2022. Ces chiffres, en fait, présentent les 2 premières campagnes promotionnelles qui ont eu cours. On est en ce moment en train de vivre notre 3e campagne, donc encore plus de vues et d'impact à venir avec Culture et moi. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup, Tania. Et on applaudit les 3 finalistes des prix littératie numérique jeunesse. Merci. Des beaux projets. On va tout de suite passer à la prochaine catégorie pour les prix en innovation. Alors, on va vous présenter les finalistes tout de suite, sans plus tarder. J'invite notre prochain intervenant, Samuel Babiti. Samuel.
Bonjour tout le monde. Je vais commencer par vous poser une question. Combien d'entre vous, dans l'année passée, ont eu à aller chez le médecin faire une prise de sang? C'est pas mal plate, non? Il y a les rendez-vous, les aiguilles, l'attente. Qu'est-ce que vous diriez si je disais que vous pouvez faire tout ça de la maison avec un tatouage temporaire? Je m'appelle Sam Babiti, CEO d'MTAT, et c'est exactement ça qu'on bâtit. En utilisant une méthode brevetée que j'ai développée pendant mon doctorat, on utilise des micro-aiguilles, sont des aiguilles miniatures, moins de 1 mm en longueur, totalement non douloureux, pour livrer un tatouage invisible à l'intérieur de la peau. Ce tatouage contient des encres spéciales fluorescentes qui peuvent capter des biomarqueurs clés dans le corps. Pensez glucose, cholestérol, hormones, pas mal tout qu'on aimerait voir avec une prise de sang, et ça génère un signal. Notre lecteur portable peut capter ce signal et l'envoyer directement à ta montre ou ton cellulaire, te permettant de suivre ta santé à la maison en temps réel pour jusqu'à 2 semaines. Et ce qui est cool, c'est qu'en changeant l'encre qu'on délivre, on peut voir pas mal n'importe quel biomarqueur qu'on verrait dans le sang, entre les maladies rares jusqu'à des choses comme le diabète avec le glucose. Mais ça laisse la question où commencer. Nous pensons que la meilleure place serait l'insuffisance cardiaque. C'est une maladie chronique, ça affecte plus de 7 millions de personnes en Amérique du Nord et c'est la cause plus importante d'hospitalisation pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Et cela a un énorme coût sur le système de santé, plus de 30 milliards de dollars au Canada et aux États-Unis par année. Et la seule façon de l'éviter, c'est avec un suivi précis quand les gens sortent de l'hôpital. Et la seule façon de le faire, c'est rentrer régulièrement, souvent à chaque 2 semaines, pour faire des prises de sang. Et cela, c'est très coûteux, ça coûte 4 milliards de dollars par année. Et ça peut être difficile pour se rendre à des rendez-vous pour des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, comme des patients d'insuffisance cardiaque. Alors, ils ne le font pas assez et ils retombent souvent juste retourner à l'hôpital. Notre tatouage pourrait permettre aux patients et à leurs médecins de suivre leurs conditions à domicile. Depuis que MTAT a commencé, on a eu la chance d'incorporer, breveter notre technologie et on a fait une bonne validation préclinique et validation de marché avec des cardiologues ainsi que leurs patients. Par la suite, on prévoit faire un levée de fonds dans les mois qui s'en viennent de plus de 500 000 $ comme pre-seed pour compléter notre MVP, finir nos tests précliniques, puis aller vers le premier test humain avant la fin de 2026. On a déjà levé 100 000 en gagnant le prix Best of the Fest à Startup Fest Montréal en été, et on prévoit aussi d'utiliser des subventions gouvernementales pour étendre cet argent. MTAT reste une petite équipe. Il y a moi qui agis comme PDG et directeur scientifique, ma cofondatrice Catherine qui s'occupe de développement d'affaires, réglementation et essais cliniques. Et notre troisième cofondateur, c'est David Brambilla. C'était mon superviseur de doc et il agit comme aviseur scientifique à la compagnie. On est aussi entouré par une équipe de conseillers avec de l'expertise complémentaire, y compris des cardiologues, des experts en financement VC, réglementation, ainsi que des entrepreneurs en medtech d'expérience. Merci beaucoup et bonne journée. Merci et bravo à Samuel. Juste avant de présenter notre prochain finaliste pour les prix en innovation, je vais juste m'assurer parce que je vois le monde jasouiller un peu. On est toujours là? OK, parfait, on peut continuer. J'accepte. Sans plus tarder, deuxième finaliste, Claire Pénequin. Claire, à vous de jouer. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans un espace, un musée, un événement, une scène, et d'avoir l'impression que tout autour de vous réagissait à votre présence? Que la lumière, le son ou même l'image s'adaptait à vous? Ce moment de magie entre réel et virtuel, c'est ce que nous proposons avec Augmenta. Bonjour, je suis Claire Pénequin, Project Manager chez Augmenta Tech, et je suis ravie d'être ici parmi les finalistes du prix de l'innovation des MTL Awards. Chez Augmenta, nous avons créé une technologie complète, à la fois hardware et software, qui transforme des murs, des sols ou encore des tables en surfaces vivantes et réactives.
Aujourd'hui, dans le secteur audiovisuel, il n'existe pas ou peu de solutions professionnelles capables de faire du tracking spatial en temps réel, de manière fiable, précise et continue. Les créateurs doivent souvent construire leur propre système à partir de technologies conçues pour la recherche, les jeux vidéo ou encore la sécurité, mais pas pour des espaces immersifs, des musées ou bien des lieux de divertissement. Ces solutions maison demandent énormément de temps, de budget et d'énergie et restent rarement adaptables d'un projet à l'autre. Résultat, des installations souvent fragiles, longues à déployer et difficiles à faire tourner pendant plusieurs semaines. C'est exactement pour pallier à ça que nous existons. Notre mission, c'est de donner les bons outils aux créateurs pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, imaginer, éduquer, raconter, émerveiller. Augmenta, c'est une technologie de tracking spatial en temps réel, conçue pour fonctionner dans n'importe quel environnement. Du musée à la scène, du studio à l'événement. Ces données sont ensuite... Nous combinons un système de capteurs pour détecter la présence, les déplacements et les interactions dans un espace. Ces données sont ensuite traduites par notre software qui les rend exploitables instantanément par n'importe quel média serveur, Touch Designer, Unity, Notch, Unreal Engine, etc. Pour résumer facilement, Augmenta voit ce qui se passe dans l'espace, interprète l'information et la transforme en matière première pour la création. Lumière, son, image, projection, tout peut réagir en temps réel. C'est une solution robuste, capable d'être déployée efficacement à grande échelle et de tourner en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans des installations permanentes ou temporaires. Aujourd'hui, Augmenta est utilisé dans de nombreux studios, musées et diverses installations à travers le monde, par le studio montréalais Supply and Demand, Science World à Vancouver ou encore le Musée du Futur à Dubaï, pour ne citer que quelques exemples. C'est une technologie née du monde artistique, développée avec la rigueur de l'ingénierie et pensée pour celles et ceux qui veulent se créer sans se battre avec la technologie. Ce qu'on propose, ce n'est pas seulement un outil technique. C'est une nouvelle manière de penser la relation entre l'humain, la technologie et l'espace. Dans un monde saturé d'écrans, Augmenta remet le corps et le mouvement au centre de l'expérience numérique. Notre mission, c'est de rendre possible des expériences vivantes, sensibles et durables, où l'espace lui-même devient une interface et le visiteur un acteur. Nous faisons le pont entre le monde physique et le monde numérique pour que la technologie devienne un langage poétique entre l'humain et son environnement. Merci à MTL Connect, au jury du prix de l'innovation et à toutes celles et ceux qui, comme nous, croient qu'innovation rime aussi avec émotion. Merci. Merci beaucoup, Claire. Et troisième et non le moindre, pour les finalistes en prix Innovation, j'invite tout de suite sur scène Jean-Christophe Filosa. Jean-Christophe. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On va commencer par se connecter ensemble. Dites bonjour à votre voisin. Ça va vous prendre 15 secondes, 3 secondes, 2 secondes. On n'est pas pire, on est bon, on s'aime, c'est correct. Je vous fais ça parce que notre objectif à nous, parce que nous, ce qu'on a développé, c'est des travailleurs de rue numériques. Donc, c'est des intervenants qui sont en ligne pour rejoindre les jeunes. Moi, je suis un ancien travailleur de rue qui travaillait auprès des parcs, les bars, les cafés où les jeunes étaient. Maintenant, nos jeunes, ils sont où? Sur Internet, sur Discord, sur différentes plateformes. Donc, pour les rejoindre, on a rejoint environ 60 streamers. Donc, c'est des diffuseurs, des créateurs de contenu québécois, français, belges, qui a permis justement, pendant leur diffusion, qu'on soit présent. Ce qui nous a fait qu'on a intervenu auprès de 4000 jeunes en 1 an et demi. On a gagné en même temps aussi le prix de la meilleure organisation pour la prévention du suicide du Québec. On s'entend qu'au Québec, actuellement, on a un enjeu. On a 55% de nos jeunes garçons entre 15 et 29 ans qui disent qu'ils ont une détresse psychologique. Donc, le fait qu'ils sont anonymes, c'est Beden 24 qui a parlé avec Fraise 28 dans un salon privé, à travers un chat, ça a permis justement de rejoindre 65% des garçons et 22% de la clientèle LGBT. Ce qui est un grand enjeu actuellement au Québec. Je vais vous donner un autre enjeu par rapport à ça, c'est qu'au Québec, les jeunes vont passer plus de temps dans des milieux les fins de semaine
qui sont numériques que dans la réalité. Nous, on est disponible 365 jours par année. Donc, on est là à Noël, on est là au jour de l'an, on est là dans leurs fêtes. Ils nous parlent autant de la base de leur vie, qui me chicanent avec leur blonde, que de la violence conjugale. Donc, les enjeux sont énormes. On travaille actuellement à travers le Québec, le Nouveau-Brunswick et la France, ce qui est une nouvelle approche qui a permis de créer un nouveau métier, parce que le métier n'existait pas avant ça. Bien sûr, on s'est trouvé une meilleure amie, Sophia. Sophia, en grec, ça veut dire sagesse. C'est une IA qui travaille avec nos intervenants psychosociaux, qui permet justement de trouver les meilleurs lieux physiques pour aider les jeunes, pour justement, quand nos intervenants interviennent avec eux, ne perdent pas leur temps à rechercher le meilleur endroit. IA le fait, et en même temps, 70% des jeunes Américains passent du temps à parler de leurs problèmes avec une IA. Donc ça permet à mes intervenants de savoir exactement c'est quoi ce qu'ils peuvent ressentir par rapport à ça. On a créé une table d'action collaborative, ce qui permet de toucher des milliers de jeunes à travers le Québec, parce que tous nos programmes, on a des comités jeunesse qui nous aident à réfléchir. Parce que c'est bien beau, mais moi, je suis rendu à un âge où je ne suis plus vraiment jeune, et j'avoue. Bon. Ma femme m'aime quand même, c'est important. On va développer une application qui est pour les 14-25 ans, qui permet aux jeunes, justement, qui vivent la cyberintimidation, de trouver au même endroit les intervenants, ainsi qu'à leurs parents. Pour les parents, ça va être de la paire et danse. Et pour les jeunes, c'est une application qui va leur permettre de rejoindre des intervenants et surtout de le faire discrètement à partir de leur téléphone cellulaire, ce qui est un nouvel enjeu. Permet de faire des signalements anonymes à travers des chats, des quiz, des témoignages, des forums communautaires, des ressources parentales interactives. On s'entend que quand on est parent, puis qu'on sait que notre enfant vit la cyberintimidation, ça devient compliqué. Donc avoir tout ça au même endroit va permettre justement de diminuer le stress et d'avoir une réponse rapide parce que ça va être disponible justement en dehors des heures soit de travail ou d'école. Donc on parle environ entre 5h et 10h le soir. Donc c'est ça en gros. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Et une belle main d'applaudissements pour les 3 projets, les 3 finalistes pour le prix de l'innovation. On passe à la prochaine catégorie. On va couvrir les finalistes pour les prix en découvrabilité culturelle francophone. Sans plus tarder, pour faire rouler la patente, j'invite le premier intervenant qui nous présente son projet. Il est déjà sur scène, Arthur Loubarès. Arthur! Bonjour. Chaque année, Chaque année, 47 milliards de mangas et de bandes dessinées sont lus illégalement dans le monde. 47 milliards. C'est aujourd'hui la seule industrie culturelle où le piratage continue d'augmenter. Plus 4% en 2024, alors que le piratage de la musique et des films, eux, continuent de régresser en fait, moins 20% en 2024. Pourquoi ? Parce que le format n'a pas évolué. Aujourd'hui, lire des BD et des mangas numériquement, c'est scroller un PDF sur un smartphone ou sur une tablette. C'est plat, c'est figé, et c'est complètement déconnecté de la manière dont les jeunes consomment la culture aujourd'hui. Les jeunes vivent dans des mondes numériques. Ils créent, ils interagissent, ils customisent sur des jeux que vous connaissez certainement, Fortnite, Roblox, et il y a des millions d'autres jeunes dans des formats en réalité virtuelle, notamment. La lecture ne meurt pas, la lecture, elle meurt d'innovation. Quand Netflix est arrivé, le piratage a chuté instantanément. Pourquoi ? Parce qu'ils ont permis à des millions de gens de facilement accéder à des contenus sur un format immersif qui est la télé comparé à l'ordinateur quand vous piratez un film. Spotify, eux, ils ont personnalisé la musique. Vous avez eu la possibilité de créer votre playlist et en fait de vraiment construire votre monde musical. Je m'appelle Arthur Loubarès et j'ai fondé Readality. C'est la première plateforme de lecture spatiale en réalité augmentée et virtuelle. On peut tenir un livre en 3D, tourner les pages avec les mains et lire au cœur même de l'univers de l'histoire. Imaginez lire Batman dans une ruelle sombre de Gotham City. Quand il pleut dans l'histoire, il pleut aussi autour de vous.
Mais Readality, ce n'est pas qu'un endroit pour lire. Les jeunes, ils veulent collectionner. Ils veulent se connecter entre eux et on leur donne la chance. Les lecteurs peuvent personnaliser leur espace de lecture avec des figurines digitales de leurs séries favorites, des posters, et créer leur bibliothèque 3D personnelle avec les BD qu'ils ont lus. Ils peuvent rejoindre des clubs de lecture immersifs ou rencontrer leurs auteurs préférés dans des événements virtuels. Nous ne faisons pas qu'augmenter les livres. On redonne une présence, une émotion, un lien. On a déjà un prototype fonctionnel et plus de 150 lecteurs au Québec ont testé notre application. Et ça, c'est grâce à la confiance que nous ont donné les 400 coups, une maison d'édition que vous connaissez peut-être, Jeunesse. Et donc voilà, on a vraiment eu des très bons retours au Québec. Et on est même maintenant en discussion avec les bibliothèques du Québec pour intégrer ça dans une phase pilote, certainement en 2026. Le marché mondial de la BD et du manga numérique, c'est plus de 50 milliards de dollars prévus pour 2030. Et on voit déjà l'émergence des lunettes connectées, que vous avez déjà pu voir avec Meta, et aussi toutes les grosses entreprises qui se mettent sur les casques virtuels, Apple, maintenant Google, Samsung, Meta. Et donc la question, c'est plus de savoir si la lecture immersive va exister. C'est de savoir qui va la construire. Et la réponse, c'est nous, au Québec. Notre bêta public sortira en décembre 2025. Readality est prêt. Et vous ? Merci beaucoup, Arthur. On passe au prochain projet. Sans plus tarder, je l'invite sur scène, Clément Delacroix. Clément. Bonjour tout le monde, donc je vais vous présenter le projet musique.ca. Mon nom est donc Clément Delacroix, je travaille à la SPAC AE, la Société professionnelle des auteurs-compositeurs du Québec et des artistes entrepreneurs, et je suis responsable de musique. Musique, c'est quoi ? Musique, c'est une plateforme, un site web, une web app qui met de l'avant la musique francophone. On le sait tous, les artistes francophones sont les grands oubliés sur les plateformes numériques d'écoute. Donc, en tant qu'association d'artistes, on a décidé quoi ? On a décidé de faire un geste concret et de créer une plateforme qui met de l'avant toute la musique francophone. Ça marche comment ? C'est simple, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'identifiant, il n'y a pas de mot de passe. Vous allez sur musique.ca, vous pouvez y aller, et quand vous vous retrouvez dessus, ça va vous demander, la première chose, c'est quoi que vous utilisez d'habitude comme plateforme d'écoute ? Spotify, Apple Music, Amazon et d'autres. Ça va directement faire un lien avec ça. Puis, vous allez pouvoir écouter votre musique grâce à l'abonnement que vous avez déjà. Donc déjà, ça, on coupe des barrières. Et c'est une programmation de centaines de listes de lectures qui vous sont proposées, 100% en français, fait par des centaines de programmateurs et de programmatrices, des spécialistes, des vedettes, des organisations, des associations, des événements, etc. Le but est de vous aider à découvrir de la nouvelle musique et à valoriser nos artistes francophones en bousculant un petit peu les algorithmes de ce que ne font pas les grandes plateformes de chez nous. Je vais donc appuyer sur le petit bouton vert. On regroupe déjà plus de 400 listes de lecture 100% francophones, une centaine de programmateurs. Je vous laisse lire les chiffres, on a quand même assez le vent dans les voiles. Ça veut dire quand même que les artistes francophones sont en demande, ils sont juste pas assez visibles. Donc c'est ce qu'offre musique.ca. Petit aparté, au début du mois, on a ajouté à cette plateforme, toujours dans le but de faire de la découvrabilité, un chatbot, un robot virtuel qui aide lui aussi à trouver la musique qu'on voudrait écouter ou de la liste de lecture selon l'ambiance, selon l'humeur, selon le style de musique qu'on aime. Exemple, je reçois mon beau-père demain, il est fan de hockey, puis genre, il adore la pop. Je le dis au robot, et là, dans l'environnement musique.ca, il va aller nous chercher les meilleures listes de lecture à proposer au beau-père pour le charmer. Donc ça, c'est une autre façon de pousser la découvrabilité, et évidemment dans cet univers 100% francophone.
Là, vous avez eu le temps de lire tous les petits chiffres. On a un rayonnement international qui est assez présent. Ça se voit par tout simplement les pays dans lesquels sont écoutés musique.ca, donc Canada, États-Unis, France, Allemagne et Belgique. On a eu la chance d'aller lancer musique.fr en France au MAMA Musique et Convention au début du mois. Je suis rentré hier, d'où ma petite fatigue. Je vous ai laissé lire le reste. Tout ça, ça ne se fait pas sans partenaire. Donc, on voit que tout le monde est engagé à mettre de l'avant la musique francophone. Et sans oublier qu'en fait, musique est aussi un outil politique pour sensibiliser les gouvernements à valoriser nos artistes. Musique existe là pour les artistes, pour les valoriser, pour la francophonie. Merci. Et puis, utilisez musique. Bravo Clément, merci et merci à votre carrier qui n'a pas eu de retard pour vous permettre d'être ici parce que c'est ça, de ce temps-ci, il y a toujours des retards dans les vols. Fait que, yay, vous avez été là. Il y a pas eu de... Ah, OK, c'est ça. Une journée de buffer. C'est bon d'avoir une journée de buffer avec ces jours-ci. C'est jamais une ligne droite de prendre des vols. OK, I digress. Prochain projet, on est prêt, on y va. Elle est prête, je la présente. Maude Fraser. Donc oui, je suis ici pour vous parler de Signer Laval aujourd'hui en tant que responsable de Signer Laval. C'est un projet de magazine culturel qui est propulsé par Culture Laval, le conseil régional de la région lavalloise, vous l'aurez deviné. Et puis, c'est un projet qui a été lancé en novembre 2018, donc on fête littéralement les 7 ans avec vous aujourd'hui. Et c'est un projet qui a toujours été axé sur la découvrabilité des artistes lavallois, de leur travail et des événements culturels de la région. Et le volet ça se fait en plusieurs volets, et un des volets, c'est celui du calendrier des événements, qui est un calendrier de données liées et structurées. On a collaboré avec Culture Create, qui ont développé un outil selon nos besoins qui nous permet vraiment d'aller donc récupérer des données événementielles chez nos partenaires, qui nous permet de gérer, structurer et aussi ajouter manuellement des événements dans notre calendrier et qui nous permet aussi de partager ces données-là avec un graphe de connaissances qui s'appelle ArtsData, qui regroupe donc des événements, des données événementielles culturelles à l'échelle du Canada. Et puis, il y a d'ailleurs une recherche qui a démontré, une recherche de ArtsData qui démontre qu'il y a un réel impact aux données structurées sur les pages web en ce qui a trait à la visibilité dans les moteurs de recherche. Donc, on était bien contente de l'apprendre à Signer Laval. Et nous, plus localement, on a fait un sondage auprès des contributeurs du calendrier et il y a donc 57% des répondants qui avaient observé une hausse de trafic sur leur site web depuis qu'ils ajoutent leurs événements dans notre calendrier. Et comme on croit justement au bienfait de ces données liées et structurées, eh bien, on accompagne notre milieu pour partager ces connaissances-là. On pense, par exemple, à la Ville de Laval, on pense à Commotion, qui est un diffuseur important dans la région, qu'on a vraiment accompagné au moment de la refonte de leur site web pour qu'ils aient des données structurées directement sur leur propre site web et que ça augmente donc leur propre visibilité, mais aussi qu'ils soient en mesure de partager ces données-là avec ArtsData et qu'on puisse aller les récupérer par la suite dans notre calendrier. On pense à des gros joueurs, mais on pense aussi à des petits joueurs comme les artistes individuels, des petites compagnies de création qui n'ont pas tous le même niveau de littératie numérique. Donc, on offre aussi de l'accompagnement. Ça passe aussi par Culture Laval, notre agent de développement numérique. Il y a des formations qui sont offertes sur la découvrabilité. Plus pratico-pratique sur la plateforme, il y a aussi, encore une fois, formation, tutoriel qui a été développé. Il y a tout un processus de rétroaction aussi pour que vraiment le milieu soit familier avec cette plateforme-là et qui en comprenne aussi les bienfaits. Donc, tout ça, c'est dans l'objectif de réduire les frictions entre les artistes et la promotion de leurs événements. Donc, on a aussi travaillé sur un outil qui permet de venir recopier une portion des événements du calendrier de Signer Laval et de les intégrer vraiment facilement
sur une page web d'un artiste. Donc, on s'imagine le chemin le plus long d'un événement culturel. Un artiste lavallois, un événement qui est présenté, par exemple, dans la programmation municipale, il va être ajouté dans le calendrier des activités de la ville de Laval. Il va s'en aller dans Arts Data. Nous, on va venir le récupérer avec Footlight pour le ramener dans le calendrier de Signer Laval. Ça va être possible pour l'artiste d'aller lui-même bonifier, publier cet événement-là, qui va se retrouver automatiquement sur son site web, retourner dans Arts Data, puis être disponible pour d'autres consommateurs de données, comme la vitrine, par exemple. Donc, tout ça, c'est aussi en complémentarité avec un répertoire des artistes qui s'en va lui aussi dans Arts Data. Donc, toutes ces données-là, ces informations-là qu'on a sur les artistes suivent le package des événements. Et puis, on écrit aussi des articles, on fait des vidéos, on fait des balados, on a nos propres campagnes de communication et tout ça, toujours dans l'objectif là, donc, de faire découvrir les artistes, leur travail et leurs événements. Et ça se passe en français. Merci. Merci beaucoup à Maude Fraser. En tant qu'ex-Lavallois, Laval represent, what? OK, désolé. C'était le fun de voir ça. On continue avec un autre projet pour le dernier projet en prix découvrabilité culturelle francophone. Sans plus tarder, j'aimerais inviter Rosalie Chartier-Lacombe. Bonjour tout le monde! Eh oui, bon, je suis en remplacement de Jeanne Perrin. Là. Tout le monde dit, mais c'est pas Jeanne, non, c'est... Jeanne est là, moi je suis ici, puis bon, je vais vous présenter quand même notre projet. Notre projet, il s'appelle Avenue. C'est une base de données qui recense les talents technologiques sur le territoire du croissant boréal. Je dis les talents, mais aussi les outils, les projets, etc. Et là, ah oui, il faut que je fasse ça comme ça. Voilà, Avenue. Hein, il y a un petit canard ici. Vous savez que le petit canard, quand tu es un geek, puis là, tu n'arrives pas à comprendre ton code, tu prends ton petit canard, puis tu lui parles. Puis là, à force de verbaliser ta problématique, tu vas finir par trouver une solution. Donc, c'est pour ça que c'est notre mascotte. Donc, je vous parle un peu du contexte d'Avenue, comment c'est né. Il faut savoir que Avenue, c'est une initiative du Hub Avantage numérique. Le Hub Avantage numérique, c'est une communauté, dans le fond, c'est un hub virtuel, physique et mobile qui dessert 3 territoires, c'est-à-dire la baie James, l'Abitibi-Témiscamingue et le nord de l'Ontario francophone. Rapidement, en 2018, tu me corrigeras, Annie, si je me trompe, mais avec Annie Chénier qui est dans la salle, on a fait le tour des communautés et Stéphanie Brousseau aussi qui est là pour essayer de recenser quelles sont les problématiques liées au développement technologique de nos territoires. Et là, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problématiques qui étaient en commun à l'ensemble de ces territoires-là, qui étaient où sont nos équipements technologiques, qui peut m'aider, je ne sais pas par où commencer et tout ça. Et là, ça, c'était dans la grande manne de on a du financement technologique. Alors, on s'est dit, il faut trouver une façon de mettre en lien les geeks et ceux et les leaders de nos communautés nordiques qui étaient souvent un peu moins à l'aise avec les technologies. Donc, on a créé avenue.ca. Je vous invite, c'est tout à fait gratuit, c'est facile, il y a des fiches, des organismes, on a des personnes, on a des projets, on a des équipements et tout ça. Et là, rapidement, on s'est rendu compte, tu sais, on est peut-être 300, non, je dirais peut-être 400 000 habitants là, dans le nord, là, comme ça. Là, on s'est dit, ouais, ça nous prendrait plus de flux. Et dans le fond, en discutant avec d'autres communautés comme les communautés culturelles francophones ainsi que le milieu des arts vivants, bien, en fait, il y a plein d'autres gens qui cherchent sont où leurs ressources technologiques sur le territoire. Pour plusieurs raisons, tu sais, dans le fond, nous, quand on est une communauté qui est excentrée, souvent les talents technologiques se retrouvent dans les grands centres, comme à Montréal, comme ici, aujourd'hui, avec vous. Mais ça fait que nous, dans le Nord, on a besoin aussi de développer nos compétences technologiques si on veut acquérir non seulement une connaissance, une maîtrise, mais dans le fond, de ne pas être
de ne pas subir la fracture numérique. Ça évolue tellement rapidement. Donc, en mettant en commun, si on veut, nos équipements, nos talents et nos expertises, ça nous permet d'être à jour, de collaborer et de mieux se développer au niveau technologique. C'est une question de souveraineté locale. On peut le voir maintenant, là, c'est à l'ordre du jour au niveau de l'actualité, la souveraineté culturelle ou la souveraineté numérique du Canada. Bien, il en va de même aussi dans d'autres territoires ou d'autres communautés moins présentes sur le web. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, tu sais, là, j'ai pas mis de montre, il n'y a pas de timer, mais en tout cas, vous me direz quand est-ce que vous voulez que je sorte de là. Mais Michel Lallemand, qui est un auteur prolifique, qui a parlé beaucoup de... Il a écrit un livre notamment qui s'appelle « L'âge du fer ». Dans le fond, ça vient avec... il a étudié comment a parti toute la Silicon Valley avec les geeks de l'époque et l'innovation. Puis l'idée, c'est de reproduire ça dans nos communautés pour faire en sorte qu'on trouve des solutions qui s'adaptent à nos besoins de développement et à nos besoins de découvrabilité. Alors, ça se fait jamais seul. Avantage numérique, ce n'est pas un organisme, c'est une communauté collaborative dont Administration régionale Baie James, Stéphanie est là, mais il y a plusieurs partenaires, le CREAT aussi, la chaire de recherche en économie créative. J'aimerais aussi nommer l'accélérateur TADA, les matinées numériques qui nous aident à comprendre la découvrabilité et tout ça. Et il y a plusieurs bailleurs de fonds qui sont le ministère de la Culture et le Fonds régional et du rayonnement de la ruralité. J'en profite avant de vous quitter pour vous dire que le 23 et 24 avril prochain, il y a le Forum Avantage numérique qui aura lieu à Lebel-sur-Quévillon. Alors, si jamais vous avez des questions, Stéphanie Brousseau est dans la salle et pourra y répondre. Merci beaucoup. Au prochain intervenant. Merci. Merci beaucoup, Rosalie. Et on applaudit les 4 finalistes pour les prix Découvrabilité culturelle francophone. Bravo! Beau projet. Go Laval. OK, bon. On passe au prochain prix. Alors, le prochain prix, c'est le prix Afrique innovante présenté par l'IM6P. Alors, j'aimerais tout de suite présenter notre premier finaliste. Je l'invite tout de suite sur scène, Claude Loubacci-Kazadi. Merci tout le monde. Je voudrais vous parler d'une question qui doit certainement intéresser tout le monde ici. Parce que là, vous me voyez avec une carte de crédit. Donc, c'est une problématique majeure parce que vous savez, il y a une firme américaine qu'on appelle 8 Novarica qui a déclaré que 36 milliards de dollars sont chaque année, c'est le cas de 2023, sont chaque année en fait soufflés par des fraudeurs. Donc, il y a la fraude bancaire, mais il y a aussi la fraude en données personnelles. Et je pense que vous vous souvenez des événements de 2019 avec Desjardins et autres. Alors, c'est dans ce contexte où il y a trop de piratage des données personnelles et les systèmes que nous avons actuels, c'est un système statique. Et en plus de cela, on sait que les enjeux de plus en plus des infrastructures sont déterminants. Et c'est dans ce contexte que nous avons lancé Secure Kazadi. Secure KZD. Vous allez comprendre que j'ai chassé toutes les voyelles pour ne garder que des consonnes. Donc, c'est ce qu'on appelle Secure KZD. Alors, quand vous regardez déjà la poule ici, vous allez comprendre la poule qui a le bec fermé et puis, entre-temps, il y a une protection maximale. Là, vous avez l'œuf qui est protégé en même temps que le poussin. Donc, c'est déjà un langage qui vous permet de comprendre dans quel contexte se trouve. Alors, les contextes étant déjà plantés, je voudrais vous expliquer c'est quoi ce qu'on appelle Secure Kazadi. Secure Kazadi, c'est en fait une technique qui nous permet de sécuriser en fait toutes les transactions ou toutes les communications ou des transmissions des données, c'est-à-dire du point A vers le point B. Vous avez votre transaction que vous voulez faire dans un supermarché et que vous utilisez votre carte de crédit ou vous achetez en ligne.
C'est-à-dire, vous avez la carte CVV, les numéros de la carte que vous devez utiliser, et aussitôt que vous placez votre carte sur les dispositifs de paiement, nous prenons en charge toutes vos données. C'est-à-dire, nous attribuons ce qu'on appelle une clé alphanumérique qui va tout protéger. On protège les systèmes. Ce n'est pas comme les CVV, la carte à CVV dynamique qu'il y a aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est une carte qui a une validité de 30 à 60 minutes simplement, mais qui ne fonctionne pas à temps réel et qui ne protège pas l'ensemble du système que nous voyons ici. Donc ici, on a la protection qui est garantie et il y a l'anonymisation aussi. Quand vous regardez la carte à CVV dynamique, c'est ça ce qu'on a aux États-Unis. Mais pendant que nous, c'est ici, nous avons la sécurisation des transactions et des données, nous avons les codes uniques à temps réel et nous avons l'anonymisation excessive en fait des données. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'unique système, je dois dire, qui est très avancé en matière de la loi 25 sur l'anonymisation des données personnelles. Et c'est un système qui est mieux placé pour protéger la prochaine carte d'assurance maladie, parce que la RAM qui s'apprête à nous livrer bientôt la carte virtuelle. Donc, ce système permet de bien protéger en fait les données. En plus de cela, ça ne s'arrête pas au niveau simplement des RAM, qui on peut l'utiliser avec les projets Concerto de l'autorité régionale des transports métropolitains, parce que ça va permettre à cette autorité régionale de protéger les paiements qui seront faits au niveau des points des passages pour les transports. Donc, nous avons quelque chose comme 20 millions de dollars à gagner à ce point-là. Et lorsque l'on va au niveau de la Banque du Canada, on a à peu près 80 millions de dollars année à gagner. Quand on va plus loin, on va dans la zone euro, ça peut donner comme 4 milliards d'euros à empocher. Et au niveau des systèmes fédéraux américains, ça fait des bénéfices de 1 milliard. Et pour la Banque populaire chinoise, on arrive à 1 milliard et 200 millions. Pour prendre les systèmes des Nations Unies, il y a aussi possibilité de gagner avec ces systèmes plus d'1 milliard de dollars. Donc ça veut dire sur les 36 milliards de dollars au départ qui sont perdus selon les statistiques de 2023, nous pourrons les récupérer ici à tiers à peu près. Donc il y a plus de 10 milliards à puiser avec cette technologie. Donc c'est pour cela que nous nous disons cette technologie est à nous. C'est à nous les Québécois, c'est à nous les Canadiens à exporter ces idées parce que c'est en fait une innovation de rupture. On n'aura plus besoin même pour la NASA, je vais vous dire, bien pour la NASA avec les projets Artemis, ça vaut la peine de l'utiliser et que ce soit avec l'Agence spatiale canadienne, qui même lorsqu'on est à l'OTAN, je pense que ça sera utilisé bientôt, on va défendre les mêmes projets. Donc, nous invitons tout le monde à nous encourager à ce que toutes nos données soient réellement protégées et surtout les... Voilà. Donc, je vous remercie et à très bientôt. Merci. Vous pouvez remettre... Merci. On est prêt pour le prochain projet? Oui. Il manquait la musique des Oscars. Ah, juste un instant, je vais vous présenter, mais venez avec moi, on va vous présenter en même temps. Alors, sans plus tarder, il va nous présenter son projet, Othman Khaled. À vous d'y aller, Othman. Merci. Salut tout le monde. Je m'appelle Othman et je représente Just Compute basé à Vancouver. On aide les centres de recherche et les startups innovantes à gérer leur puissance calcul, compute power, de manière durable, sans compromis écologique et de manière abordable. Parlons du vrai problème. Les centres donnés aujourd'hui dépensent jusqu'à 40% de leurs dépenses annuelles sur les coûts d'énergie pour climatiser leurs serveurs. Cela représente des millions et millions de dollars chaque année que sur l'électricité. En même temps, en vue de la demande incroyable en puissance calcul, compute power, les chercheurs, par exemple, à UBC, ici au Canada, attendent des semaines entières
pour passer leurs calculs. Cela freine l'innovation dans un contexte qui est déjà très très intense en parlant de compétition. Et que ce soit en Afrique ou au Canada, on fait deux choix. Soit construire des centres de données massifs qui coûtent beaucoup d'argent, alors qu'on pourrait allouer cet argent vers d'autres projets structurants, ou on fait le choix de ressortir à des serveurs à l'étranger qui compromettent notre souveraineté sur l'infrastructure. Et donc, ce qu'on propose à Just Compute, c'est le suivant. C'est de créer une unité de calcul qui est modulaire, distribuée, en utilisant du refroidissement liquide. Donc, une fois que le calcul est lancé, on réchauffe de l'eau à travers du captage de chaleur. Donc, cela, il est modulaire, ça ne requiert aucune construction massive et on pourra le faire de manière évolutive, unité à l'unité. Donc, parlant d'impact, que ce soit ici au Canada ou au Maroc ou en Afrique, il y a une réduction potentielle de coûts d'électricité qui peut aller jusqu'à 40%. Il y a aussi l'opportunité de créer de l'eau chaude gratuite pour bénéficier aux communautés environnantes. Et que ce soit au Canada ou en Afrique, il y a cette capacité à créer et à aider les entrepreneurs, les startups innovantes, les centres de recherche à garantir leur souveraineté numérique et de le faire de manière abordable. Et l'atout social de ce projet, c'est de produire de l'eau chaude gratuite à des communautés environnantes dans des contextes sociaux où l'accès à l'eau chaude reste assez cher. Donc tout cela, Just Compute, c'est grâce à une équipe formidable, pluridisciplinaire, avec des passages en grande entreprise et des passages en start-up, ici au Canada, au Maroc, en France, au Taïwan et aux États-Unis. Nous sommes soutenus par un cercle exceptionnel de mentors en corporate, que ce soit à Tesla, à Amazon, à Microsoft, où l'on vient tout juste gagner le prix de l'innovation, et des experts institutionnels dans les départements d'énergie à UBC, leur département de calcul avancé, le chapitre de Vancouver de Creative Destruction Lab, ainsi que la faculté d'ingénierie à UBC. Et donc, ce qu'on cherche idéalement, c'est de nouer des partenariats avec des centres de recherche pour pouvoir porter un projet pilote et voir l'impact de cela. Mais ce qu'on veut vraiment faire à Just Compute, c'est de construire une IA souveraine, co-construite entre le Canada et l'Afrique, mais qui servira le monde. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Othman. On passe au dernier projet pour ce prix Afrique innovante présenté par l'IMCSP. Sans plus tarder, j'aimerais inviter sur scène Mohamed Lamar Diallo. Mohamed, à vous de jouer. Bonjour. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Mohamed Lamar Diallo. Je suis le fondateur de Laptani. Imaginez 3 ans. 3 ans sans voir un médecin. C'est la réalité quotidienne des gens en Guinée. Laptani, qu'est-ce que c'est? C'est une innovation technologique développée ici à Montréal, déployée à Conakry, rendant les soins de santé accessibles à chaque Guinéen. 1500 Guinéens sont déjà connectés à des soins de santé auxquels ils n'auraient jamais pu y accéder auparavant. On se plaint très souvent ici au Québec pour des délais de consultation d'un médecin. En Guinée, juste imaginez, 3 ans pour voir un médecin. Nous avons un médecin pour 207 000 personnes. 31% des naissances se passent sans assistance médicale. Le résultat, nous avons 3 000 décès maternels chaque année. Des Guinéens meurent pour des problèmes en fait curables à cause d'un défaut d'accès. Concernant notre solution, nous avons bâti un écosystème complet. Nous avons les patients en ce moment nous contactent via SMS, via notre page Facebook chatbot, via notre application mobile, via aussi notre site web. Nous avons conçu un écosystème complet
Et notre solution la plus innovante, c'est la Laptani Box. C'est un outil, un système d'aide de décision médicale qui aide les cliniques, en fait, ou les médecins en zone rurale d'accéder à une intelligence artificielle sans avoir besoin d'Internet connexion. Donc, c'est un hotspot qui permet à une clinique d'accéder à l'IA où 3 médecins, jusqu'à 5 médecins peuvent y accéder, chatter avec une IA de façon locale, de façon très locale. Donc, nous avons aussi de la téléconsultation 24 sur 7. Nous avons des laboratoires, de partenaires de labo. Nous avons notre propre laboratoire aussi pour des analyses plus détaillées. Et parallèlement aussi, nous faisons aussi de la suivi de grossesse aussi. Laptani a été fondée en 2024. Nous l'avons développé ici à Montréal, déployé à Conakry, en Guinée. À date, la solution fonctionne très bien et les chiffres le prouvent. Nous avons 1530 utilisateurs. Nous avons 1000 consultations de janvier à date en 10 mois. Donc, 100 consultations mensuelles, donc une croissance 100% organique, juste de bouche à oreille. Nous avons gagné un concours en Guinée, comme concours d'entrepreneuriat. Nous avons été sélectionnés par l'Union africaine comme start-up innovante cette année-là, au mois de septembre. Nous participons à un concours d'investissement à Paris, ce mois de novembre-là, dans 3 jours. Et aujourd'hui, je me présente devant vous pour le prix Afrique Innovant. Et cela prouve qu'il y a un besoin, nous répondons à un besoin réel en Guinée. Donc, en 2026, nous comptons avoir 50 000 utilisateurs. Nous voulons nous lancer dans 2 pays en Afrique francophone et 300 médecins. Donc Laptani, ça change déjà des vies. Nous avons déjà prouvé que ça fonctionne de façon très organique. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'innovation québécoise qui change totalement l'Afrique. Merci. Merci. Vous pouvez remettre à la prochaine intervenante. Merci. Alors, merci Mohamed et félicitations aux 3 finalistes pour le prix Afrique Innovante. On les applaudit. Alors, on va passer au prochain prix. Alors, le prix Femmes en Tech. Est-ce qu'on est prêt, MTL Connect, à passer au prochain prix? Oh là là. Oh ouais. Là, ça l'a hâte au 5 à 7. Là, on a commencé à perdre un peu de motivation et d'énergie. On va essayer une dernière fois. MTL Tech Awards, are we here? Yeah! Woo! Bon, de l'énergie. Pour les prix Femmes en Tech, je voulais un peu plus de oomph. OK. Sans plus tarder, je vous présente la première finaliste, Marie-Gabrielle Ayoub. À vous de jouer. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui? Chaque révolution technologique transforme notre façon de travailler. Mais depuis 25 ans, tout s'accélère, et plus encore avec l'intelligence artificielle. Au-delà de transformer nos outils, cette révolution questionne nos pratiques, elle questionne aussi nos métiers, et parfois même notre avenir professionnel. Alors comment réagir face à ça? Est-ce qu'on panique? On court dans les bois pour s'enfermer dans une cabane? Ou bien on décide de retrousser nos manches et on le prend comme une opportunité pour se réinventer. Je suis Marie-Gabrielle Ayoub, je suis la cofondatrice et directrice générale du Wagon à Montréal. Depuis 2019, notre mission est de rendre les compétences tech accessibles à toutes et à tous. Le Wagon est le leader en technologie immersive et intensive en tech, data et intelligence artificielle. Et on est présent dans à peu près 40 campus sur tous les continents. Et on est acclamé comme le meilleur bootcamp au monde par ses alumni. À Montréal, nous avons formé plus de 1000 personnes âgées de 18 à 65 ans, venues d'horizons et de profils très diversifiés. On a eu des musiciens ou des musiciennes, on a eu des avocates, on a eu des infirmières qui sont venues se former au Wagon, on a eu des ingénieurs, des financiers, des chefs pâtissiers, etc., etc. On a eu toutes sortes de profils et toutes et tous sont venus pour se réinventer, pour donner un nouveau souffle à leur carrière et pour prendre le pouvoir sur leur avenir professionnel. Alors, au-delà de nos formations,
Nous contribuons aussi activement à notre écosystème tech de Montréal. Nous avons organisé plus de 690 événements gratuits, des conférences et des ateliers d'initiation aussi, comme celui qu'on a fait la semaine dernière avec Women Tech Makers. On a développé aussi des partenariats, un réseau de plus de 100 partenaires, parmi lesquels on trouve des entreprises, des organisations comme Printemps Numérique et aussi des communautés. Quand je me suis engagée dans cet écosystème, j'ai fait le constat, j'ai constaté un fait assez troublant. Les femmes ne représentaient que 20% de l'industrie de la technologie au Canada, de la main-d'œuvre en technologie au Canada. Et on était en 2016. Ce chiffre m'a évidemment beaucoup marqué et aussi questionné. Pourquoi, dans une industrie aussi prospère et ouverte, les femmes étaient si peu nombreuses ? Pour moi, la solution, en tout cas l'une des clés, c'était la formation, de pouvoir apprendre autrement, briser les codes et surtout pouvoir redonner confiance en ses capacités. Alors, c'est ce que nous avons fait. Pour nous, ça a été une priorité au wagon, une priorité de pouvoir encourager plus de femmes et de profils sous-représentés dans la tech à rejoindre cette industrie. Aujourd'hui, parmi nos alumni, on compte 40% de femmes et de personnes non binaires. Donc on est assez fiers d'avoir réussi à monter un petit peu ce chiffre-là. Évidemment, on a mis en place beaucoup d'initiatives depuis ces 9 dernières années. On a investi plus de 250 000 $ en bourse. On a également développé des partenariats engagés. Et on a beaucoup mis de l'avant des portraits de femmes, des rôles modèles pour inspirer celles qui n'osent pas encore franchir le pas. Donc notre communauté, notre campus compte aussi plus de 60 nationalités. On a accueilli plus de 60 nationalités dans notre campus, qui fait du wagon une communauté diversifiée, dynamique et inclusive. Mais il reste du chemin à faire. Aujourd'hui, les femmes représentent 30% de la main-d'œuvre en technologie au Canada, mais seulement 21% des rôles techniques. Et à l'ère de l'IA, vous le savez, ça devient un vrai enjeu de société. Parce que plus que jamais, on a besoin de diversité dans la tech, on a besoin de diversité pour concevoir les bons algorithmes, on a besoin de diversité pour imaginer les bonnes solutions, mais surtout, on a besoin de diversité pour développer une technologie qui va être à l'image de notre société. Donc, parce que la technologie est un vrai levier d'inclusion, finalement, on doit pouvoir permettre à chacun et chacune de pouvoir choisir sa vie et pouvoir se développer dans leur carrière professionnelle. Et c'est ce qu'on va continuer de faire au wagon. On va continuer d'allumer cette flamme, de transmettre des compétences concrètes et puis également de pouvoir laisser à chacun et chacune le pouvoir de choisir sa vie et de s'émanciper dans sa carrière. Parce qu'évidemment, la diversité n'est pas une option aujourd'hui, c'est une nécessité pour qu'on puisse développer une technologie plus juste et plus humaine. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Gabrielle. Je vous présente le prochain projet. Je vous présente la prochaine intervenante qui va vous présenter son projet. Sans plus tarder, je vous présente Lamia Guelif. Bonjour. J'aimerais partager avec vous une anecdote. Il y a quelque temps, j'ai rencontré Lisa, une femme de 45 ans, brillante, intelligente, carriériste, mais qui rencontre quelques difficultés concernant sa santé. Elle rencontre des symptômes comme de l'insomnie, elle dort pareil, mais elle se réveille fatiguée, elle développe de l'anxiété, de la déprime, mais également des douleurs articulaires, voire menstruelles, et des bouffées de chaleur. J'ai dû la rassurer dans un premier temps, elle n'est pas en train de se transformer en alien. Mais des Lisa, j'en rencontre chaque jour. Comme elle, 330 millions de femmes dans le monde vivent les symptômes de la périménopause. 70% de ces femmes n'ont aucun soutien au quotidien. 30% sont obligées de réduire leur temps de travail. Et je ne veux pas vous faire peur, mais on va toutes y passer. Et pourtant, les solutions sont minimes, voire inexistantes, mais on sait comment agir. On sait aujourd'hui que l'acupression auriculaire agit sur 4 leviers, notamment le stress,
le sommeil, la douleur et les bouffées de chaleur. Et c'est pour ça que chez Saïra, nous avons développé un dispositif auriculaire que je porte, associé à une application intelligente qui se plug sur votre montre ou objet connecté, récolte les données, les analyse, prédit et vous dit quand et comment utiliser exactement Saïra. Notre modèle, aujourd'hui, j'ai pas à le dire, mais après que le Forbes, le New York Times a dit que le Femtech est un secteur en plein essor, on sait que si on investit $1 américain, on a un retour sur investissement en économie de 3,25. Donc on n'a plus à prouver qu'on n'est pas un marché de niche. Mais nous, avec notre dispositif, nous avons déjà un prototype, il est testé par plus de 100 femmes, on a une liste d'attente de 500 femmes et on veut aller en version B2C, donc la femme a le choix d'acheter soit le dispositif plus un abonnement avec son application, soit l'application toute seule. Et puis par la suite, nous sommes en train de voir pour avoir des partenariats pharmacie avec des entreprises en B2B2C. Tout ça porté par 3 femmes. 3 expertises, moi-même, Dr Lamia Guelif, médecin de formation, entrepreneur avec 3 exits réussis, Mariam Abid, notre CTO, un PhD en intelligence artificielle, et Inès Guelif, notre COO, qui est une experte en commerce international et en développement des affaires. 3 femmes, 3 expertises, une seule mission, changer la santé des femmes. Et pour cela, nous levons 1,5 million de dollars pour nous permettre d'avoir l'équipe nécessaire pour nous aider à accélérer notre avancement pour la pré-commercialisation, mais également continuer notre validation clinique pour avoir des données probantes. On est en train de vivre un changement de paradigme en termes de santé de la femme. Et si vous voulez en faire partie, ça sera avec nous. Donc, contactez-moi. Merci beaucoup, Lamia. J'ai vu que la prochaine intervenante était en train de filmer en plus pour Lamia. Écoute, ça, c'est vraiment là, du travail d'équipe. That's what I call teamwork. I love it. OK. Est-ce qu'on est prêt pour la prochaine présentation? Ouais. Super. Sans plus tarder, Roxane Lessard. Super, merci. Excellent. Écoutez, ça y est, je quitte. J'en ai assez. Assez de siéger sur des conseils d'administration qui sont inefficaces et dysfonctionnels. Assez de voir des conseils d'administration qui ne sont pas stratégiques et assez de voir ma responsabilité fiduciaire être mise en péril. C'est pas normal qu'en 2025, il y a encore plein de conseils d'administration qui ont un impact neutre ou même un impact négatif. C'est exactement pour ça qu'on a créé Panorama. Panorama, c'est quoi? En fait, c'est le premier logiciel de gouvernance conçu spécifiquement pour automatiser les processus afin de centraliser l'ensemble de l'information au conseil d'administration. En gros, on gère tout ce qui est réunion, décision, résolution, la documentation, les signatures, les huis clos, j'en passe. Bref, tout se retrouve ici pour le CA et les équipes de direction. Concrètement, pour les équipes de direction, on parle vraiment d'un gain de temps de plus de 40%. Et les processus automatisés, en fait, nous permettent, entre autres, d'utiliser, par exemple, des gabarits d'ordre du jour, rédiger les procès-verbaux, rédiger les résolutions et profiter de suivi puis de rappels complètement automatisés. Du côté du conseil d'administration, donc tous nos membres qui siègent ont un seul et même endroit pour accéder à l'information de manière sécurisée et c'est complètement centralisé. Ils ont la place maintenant pour se préparer. Oui, arriver préparés aux rencontres. Donc, annoter les documents, poser des questions, avoir leur espace en privé pour ce faire. Puis, évidemment, bien, apposer leur signature électronique de manière sécurisée aux besoins.
On a lancé un nouveau produit aussi tout dernièrement qui est vraiment propulsé par l'intelligence artificielle, donc qui fait la rédaction automatisée des procès-verbaux. Donc ici, on est capable d'aller chercher un gain de temps de plus de 92 %, ce qui veut dire que c'est pratiquement tout fait pour nous. Il suffit quand même de relire pour s'assurer que tout est beau. Mais ici, on vient vraiment chercher un gain de temps considérable, en plus de s'assurer de la qualité et de la pertinence des discussions et des décisions qui sont consignées. Parce que ça aussi, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'on met dans un procès-verbal ou qu'est-ce qu'on met pas. Ici, on s'assure de se coller sur les bonnes pratiques, puis que ça fasse du sens pour la suite. On est vraiment fiers, en fait, de notre traction client. Je pense qu'elle parle d'elle-même. Depuis qu'on a lancé en 2023, on a connu une croissance assez exponentielle. On a des clients maintenant partout à travers le Canada et on a la confiance, en fait, de plus de 2500 administrateurs, membres de direction. Donc, je pense que ça parle d'elle-même avec l'adéquation produit-marché qu'on est venu créer. Puis évidemment, c'est vraiment en s'assurant que les besoins clients étaient toujours répondus avec la solution. On est extrêmement chanceux de compter sur des relations de confiance avec tous nos clients, s'assurer que leurs besoins sont répondus, qu'on améliore le logiciel aussi en fonction de ça. Donc, c'est vraiment la mentalité chez nous. Je vous lance également l'appel, donc si jamais vous connaissez quelqu'un ou siégez vous-même sur un conseil d'administration, ça me ferait plaisir d'échanger. Donc, n'hésitez surtout pas à me rejoindre là, à la suite de l'événement, ça va me faire plaisir également. J'ai pas fini. Mais j'ai quasiment fini. En fait, avec Panorama, il devrait vraiment avoir moins de conseils d'administration qui ont un impact neutre ou négatif. On vise vraiment des impacts positifs et il devrait avoir de moins en moins, on l'espère, de cas de mauvaise gestion puis de mauvaise gouvernance, je nommerai pas de nom, mais qui sont médiatisés. Et donc, j'aimerais qu'on se rappelle aujourd'hui que les décisions qu'on prend aujourd'hui, ce sont celles qui façonnent la société dans laquelle nous vivrons demain. Merci. J'ai vraiment fini, merci. Et je suis une ex-wagoneuse aussi, donc le wagon, merci. Wagon in the place. OK. Merci, Roxane. Je vais prendre ça. Excellent. Yes. On va remettre ça à l'équipe technique dans 2 instants. Alors, on applaudit les 3 finalistes des prix Famantech et tous les finalistes également des MTL Tech Awards, ainsi que les membres du jury. Merci à vous tous d'être ici. Ceci met fin à la présentation des finalistes des MTL Tech Awards. Nous allons passer maintenant au 5 à 7. Je pense que tout le monde a besoin d'un breuvage, de bouger un peu. Le 5 à 7 va être au 3e étage, juste à côté de la grande salle, la Satosphère. C'est présenté en collaboration avec le Coopératon et ISACA. Alors, merci à nos partenaires. Ceci met fin officiellement à la programmation de la première journée. J'espère qu'on vous retrouve demain et jeudi pour les 2 prochains jours de MTL Connect de la part de toute l'équipe. Merci et on se voit en haut pour le 5 à 7. Let's go!